Alors voilà, donc nous avons la chance d'avoir des intervenants de qualité et de, si ce n'est en quantité, pour l'aspect local, entre guillemets, ou associatif. Lothaire de Galzin est membre du comité de rédaction du livre d'hypothèse, livre en gestation. Il est ingénieur agronome, centré sur la dynamique des territoires, ce qui va assez bien avec le lien en termes du choix de travail, puisque le choix de travail a du sens dans les territoires et il a beaucoup moins de sens quand on essaye de le transporter à travers la France et l'Europe pour des actions diverses. Mais il est surtout roulotier depuis 6 ans et paysan sans terre. Alors, avis aux amateurs, si vous voulez vous débrouiller avec lui sans la affaire. Charles Stepanov, tu es anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales au Collège de France. Tu as publié Voyager dans l'invisible, techniques chamaniques et de l'imagination, l'animal et la mort, chasse, modernité et usage du sauvage et attachement. Nous qui écrivons qui rédigeons avec lenteur et difficulté un livre, quand on vous voit publier un nombre d'ouvrages comme ça, on est un peu jaloux, mais enfin, chacun son boulot. Bernadette Lizet, tu es anthropologue retraitée, mais très active, chercheuse au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle. Tes domaines d'activité sont en relation avec la nature et la société, centrés sur le cheval de trait, le paysage, les hommes, ainsi que la nature dans la vie, entre ethnologie et sciences de la nature. Tu as publié Le cheval dans la vie quotidienne en trois épisodes, si on veut bien. Une première édition en 82, une réédition en 89 et une édition augmentée en 2024 qui tient compte dans l'augmentation de ce qui s'est passé durant toutes ces années. Tu as aussi écrit La bête noire à la recherche du cheval parfait, une saga de la race milannaise, champ de blé, champ de course, nouveaux usages du cheval de trait et le cheval en tant que mari. Jean-Louis Canel, tu es militant de la Confédération paysanne. C'est un métier. Sur des ensembles, sur des contextes plus globaux que l'attraction animale, mais quand même militant de l'attraction animale en tant que paysan, éleveur de chevaux courtois, formateur aussi bien de chevaux que d'humains. Et on est parfois emporté par ton enthousiasme militant. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Historique. Je vais commencer. Tu le fais. La synthèse. Je peux le faire. Comme tu vas-y, après je présenterai le livre comme ça. Comme tu veux. Vas-y, Jean-Louis. Alors, on va vous faire... tout le monde n'était pas là hier. Donc, on va faire une petite synthèse de la pré-table ronde d'hier, qui a été un peu écourtée parce qu'il y avait d'autres activités qui allaient être mises en place sur le lieu là. Et donc, dans l'idée, c'est déjà de vous faire une micro-synthèse, on ne va pas aller très loin, mais surtout, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on laisse beaucoup de place au débat pour qu'en fait, cette table ronde soit vraiment la construction d'un projet collectif autour de cette problématique de l'animal et de la société actuelle ici, en Occident, mais dans tous les pays qui sont hyper industrialisés. On a la problématique à peu près identique partout. Et on doit être, à mon avis, et c'est ça l'importance de cette table ronde, proactif pour définir réellement, nous, quel est le rapport avec l'animal de travail, mais quel est le rapport avec l'animal en général. Et il ne faut pas attendre que des gens minoritaires, comme les antispécistes, réussissent à faire passer une loi européenne, nationale ou internationale, définissant un statut et aller se battre contre après. Moi, le souhait réel, c'est qu'on soit capable d'être proactif et proposer quelque chose. Donc, on compte sur vous.
parce que ce n'est pas nous qui allons le faire. Alors par rapport à ce qui s'est dit hier, c'est extrêmement important. Charles, il a évoqué une partie de son histoire qui s'est passée, il en reparlera certainement, avec des peuples qui vivent avec les animaux, qui vivent des animaux, mais qui sont en symbiose totale et avec la nature et avec l'animal. Il nous a apporté un apport extraordinaire par rapport à des aspects sur lesquels on a un peu de mal souvent à parler. Quand on a fait une vie de travail avec un animal, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait ? On le mange, on ne le mange pas, on le regarde mourir, on le laisse s'étioler tranquillement. Et il y a des choses qui sont extrêmement importantes à aller chercher chez ces peuples-là, et Charles l'a évoqué. Entre autres, rendre hommage à un animal avec lequel on a travaillé dans certaines peuplades, eh bien, c'est le manger, mais collectivement. Et c'est vraiment rendre hommage. Et donc, on continue une chaîne, et l'animal qui a été notre partenaire continue à être notre partenaire de survie. Et ça me paraît extrêmement important dans l'intervention de Charles hier. Bernadette, elle a évoqué un peu son histoire avec la petite ferme en Bretagne, l'histoire de ses livres aussi, mais elle l'a vraiment survolé avec son côté anthropologue qui est extrêmement intéressant. Et il y a eu des demandes qui m'ont été faites par les uns et les autres qui étaient là hier, qui sont peut-être encore là aujourd'hui, pour peaufiner un aspect dont elle a parlé, qui a été tout ce qui s'est passé avec la naissance de la SPA et le rôle de la SPA. Et ça, c'est extrêmement important, justement par rapport à ce mouvement antispéciste, que les gens comprennent réellement ce qu'a été la première mission de la SPA. Et ça me paraît extrêmement important par rapport à ça. Donc voilà en gros ce qui a été évoqué hier, globalement, dans la table ronde. Merci. Je vais refaire un petit point quand même sur ce qui nous réunit là, pourquoi on est là et on a organisé cette table ronde. C'est parce qu'on est en train d'écrire un livre collectif politique avec les membres d'Hypothèse. On est 8 dans le comité de rédaction. Je vais faire très vite parce que vous m'avez tous déjà entendu le raconter, je pense, plus ou moins. Et je vais plus parler du fond. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'idée c'est que le livre sort fin d'hiver, début du printemps. Si vous voulez avoir accès à l'information quand il sort, n'hésitez pas à laisser votre mail pour que vous soyez informés des préventes. Et ensuite, le but, c'est que vous saisissiez du livre pour le défendre dans des librairies, dans des fermes, mais pour en discuter. Le but, c'est que ce soit un support de discussion. Dedans, il y aura des témoignages avec des avis divers, où vous vous reconnaîtrez plus ou moins. Mais là où vous vous reconnaîtrez, c'est que vous utilisez pour beaucoup d'entre vous des chevaux et que vous le faites parce que vous y trouvez du sens. Et que c'est ce sens, cet engagement qui nous fait utiliser nos chevaux dont on veut parler dans ce livre. Voilà pour ça. Je vais parler d'idées qui ne sont pas présentes ici, mais qui sont assez fortes dans le livre et qui sont d'autres intervenants qui auraient pu venir et qui représentent aussi des idées qui nous semblent importantes. La première, c'est Benoît d'Aviron qui étudie le métabolisme des sociétés. Par métabolisme, il entend tout ce qui rentre et tout ce qui sort dans une société. Et un métabolisme d'un individu où c'est tout ce qui rentre et tout ce qui sort, vous comprenez, les nutriments d'un côté et les déchets de l'autre. Et il définit deux métabolismes principaux des sociétés, qui sont d'un côté une société solaire et de l'autre côté une société minière. Et une société solaire est basée sur l'énergie du soleil, mais qui permet par les transformations animales et végétales, et c'est là où ça nous relie aux animaux, de transformer cette énergie en une multitude de choses qui ne sont pas uniquement de la nourriture, parce qu'il y avait toute une diversité d'usages des animaux, avec aussi s'habiller, se chauffer, construire. Je pense que vous voyez qu'est-ce que je veux dire derrière tout ça, et l'énergie animale. Mais c'est beaucoup plus ouvert que juste aujourd'hui se nourrir, puisque le plastique a remplacé énormément de matières qui étaient issues des animaux. Et puis l'énergie pas chère, le pétrole, a remplacé. Et on est passé d'une société solaire où l'ensemble de ce qu'on consommait était issu du soleil
à une société minière. Une société minière où l'extractivisme à la fois l'extractivisme du sous-sol, mais aussi l'extractivisme des forêts qu'on utilise sans leur laisser le temps de se renouveler, et l'extractivisme aussi d'individus à l'autre bout de la planète qu'on réduit encore aujourd'hui presque en esclavage pour que nous puissions vivre dans une société libérée, entre guillemets. Donc cette différence entre une société solaire et une société minière, où nous inscrivons avec notre volonté de remettre les animaux au cœur de nos systèmes dans une société solaire. Et c'est là où cette notion de liberté m'amène au deuxième intervenant qui aurait pu être là aujourd'hui, qui est Aurélien Berland, qui est un philosophe. Le premier d'Aviron est un économiste. Et là, Aurélien Berland est un philosophe qui s'intéresse à la question de la liberté. Et l'opposition entre deux notions de la liberté dite des modernes, et qui défendent, et dont est issu le concept de liberté qui veut la délivrance par le progrès technologique. Et la liberté de ne pas faire. La liberté des bourgeois, en fait, qui l'ont pensé, des aristocrates du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui ont voulu délivrer les humains de l'effort, du labeur, d'abord en réduisant en esclavage, puis en se servant de la technique comme objectif. L'objectif étant final, aujourd'hui, qu'on commence à voir, de pouvoir rester dans un canapé toute la journée avec un smartphone et de commander à l'autre bout du monde des choses qui arrivent pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous loger, tout depuis, sans bouger, sans plus rien faire. À laquelle on oppose une autre liberté, qui est la liberté qu'on défend, qui est la liberté de pouvoir choisir et de pouvoir surtout, qui est liée à l'autonomie. C'est-à-dire que c'est l'autonomie technique de notre quotidien, la façon dont on se nourrit, la façon justement dont on construit, la façon dont on fait collectif aussi, qui nous permet de choisir et qui est la seule possibilité pour une démocratie réelle où les individus seraient libres de leur choix. Et donc les animaux et cette société solaire qui est du coup forcément plus locale et plus ancrée nous permettent de construire une société plus égalitaire et basée sur une forme de liberté réelle qui n'est pas une dépendance à des chaînes complexes d'approvisionnement. Et là-dedans, et je vais finir par un peu une anecdote plus personnelle aussi, en fait cette liberté, on la vit aussi en travaillant avec nos chevaux. Et moi, un jour où je me baladais avec ma roulotte, je me suis arrêté à côté des caravanes et deux gitans qui étaient installés là et qui m'ont dit, le jour où on a arrêté de voyager avec les chevaux, on a perdu la possibilité de dire on ne bouge pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là et on est fort. Et on a perdu la force que nous donnait cette alliance. Et cette alliance entre animaux et humains, elle nous permet de résister au rouleau compresseur du capitalisme, au rouleau compresseur du pouvoir. Moi, je l'ai vécu très fort en roulotte, mais tous ceux qui ont voyagé l'ont vécu. Des portes s'ouvrent, d'autres systèmes d'organisation se mettent en place. On l'a vu aussi sur des histoires autour de la construction d'un hangar, une histoire que racontait Jean-Louis, ou autour de l'idée de construire un hangar, du travail avec les chevaux. Une alliance s'est faite pour construire un hangar ensemble, collectivement, avec les chevaux, en allant chercher le bois dans la forêt, en cherchant des sieurs, en faisant tout localement. Et du coup, ça nous rend plus forts. Ça nous rend plus forts et ça nous donne une force aussi symbolique. Et c'est un des objets de ce livre et son existence, c'est de dire en fait le cheval est porteur d'imaginaire. Ça fait 4500 ans qu'on fait, 5000 ans au moins qu'on fait des choses avec les chevaux. Et cette force-là de l'histoire fait que quand moi je passe avec ma roulotte au milieu d'un village et qu'il y a une Ferrari qui passe, les gens ils me regardent moi, ils ne regardent pas la Ferrari. Et cette force que les chevaux incarnent et que notre travail incarne, il peut apporter à l'ensemble du mouvement militant, parce que pour moi, on est vecteur de quelque chose. Voilà, et ce livre a pour objectif d'aller mettre les chevaux et les animaux au cœur d'endroits où il ne va pas. On parlait tout à l'heure peut-être d'aller intervenir dans des cercles universitaires avec notre livre, et pour moi, c'est l'idée de ce livre. Donc, comment ? À cheval peut-être, mais assez loin, Paris. Mais voilà, il y en a qui l'ont fait. Voilà donc cette idée qu'on vous propose et qu'on partage, je pense, avec beaucoup d'entre vous, mais qu'il faut qu'on aille défendre au-delà de ceux qui travaillent avec des chevaux. Voilà pour moi. Super. Charles, qu'as-tu à dire ?
par rapport à ça, Faut pas faire trop problème de long. rapport. Faut pas faire aux trop long animaux. pour respecter l'idée. de Oui, bien mais on a 2 heures, partager. on a 2 heures. On a 2 heures, alors 1 heure de plus. Il a déjà. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment très ravi, honoré d'être présent ici, de participer à ces discussions. Je disais, il y a un hall de formation ici. J'ai eu la chance d'y faire un stage de formation avec Jean-Louis, qui m'a beaucoup appris. J'apprends toujours beaucoup en écoutant. Nous, on est des savants, mais on se sent quand même très ignorants souvent en écoutant les paysans. Je pense que c'est fondamental de le rappeler. Et je pense que ce débat, c'est important d'inscrire, je pense que c'est aussi un début dans des débats de société généraux, si on est là pour discuter, c'est aussi parce qu'on entend des choses qui sont simplificatrices, qui ne nous plaisent pas. On voit des oppositions, des dualismes se mettre en place, qui sont envahissants, qui sont des carcans dans les débats publics, dans le journalisme, dans le militantisme. Et ce que peut apporter l'anthropologie, c'est un peu de recul pour voir d'autres façons d'organiser les catégories, les façons de penser, le rapport au monde par la comparaison, en comparant avec les peuples sibériens ou d'Amazonie, et voir comment eux, ils conçoivent leur rapport avec le monde vivant, avec les animaux, de façon complètement différente de nous, de l'Occident moderne. Et ça peut être une source de liberté, au moins mentale, d'imaginer d'autres mondes possibles. Alors, dans les débats récents, les confrontations, on a souvent eu l'impression que le monde paysan, il va être en opposition avec les gens qui défendent la nature, qui défendent l'écologie. C'est une opposition clairement politique qu'on voit de plus en plus, ou bien une opposition entre le monde de l'élevage, spécifiquement de l'élevage paysan, par rapport à ceux qui défendent les animaux, ceux qui défendent le bien-être animal. Et là, on voit qu'on est en train d'être enfermé dans ces oppositions catégorielles. Et on a besoin en fait d'élargissement. Et là, les données scientifiques nous permettent de remettre en cause complètement, de façon radicale, ce genre de dualisme. Ce qu'il faut rappeler, premièrement, ça me paraît fondamental, c'est que depuis 10 000 ans, la richesse de notre planète Terre, elle est dans des interactions entre le monde vivant et les communautés humaines. Des études globales dans les plus grandes revues américaines ont montré que depuis 10 000 ans, c'est-à-dire le début de l'Holocène, la dernière ère géologique, le climat tempéré après la glaciaire, 75% des écosystèmes terrestres sont impactés par des activités humaines. Les zones purement vierges de nature sauvage, elles sont en gros des déserts ou bien sous la calotte glaciaire. Donc il n'y a pas d'influence humaine, très peu, mais il n'y a même pas de vie de toute façon. La vie terrestre, elle a coévolué ces derniers millénaires avec l'humain, et même les lieux les plus riches en biodiversité sur Terre, ce sont des lieux habités depuis des millénaires par des populations de chasseurs-cueilleurs, d'horticulteurs, de petits paysans. Pensez à l'Amazonie, le poumon vert de la planète. C'est un jardin, véritablement. Ce n'est pas une forêt vierge, ce n'est pas une forêt primaire, contrairement à ce qu'on affirme quelquefois, les archéologues, très bien, les anthropologues. C'est un jardin avec de l'essartage surbruni, des parcelles de forêt qui ont été cultivées, la terre a été transformée, enrichie par du charbon volontairement par les Amérindiens, la terre preta avec des dépôts de céramique. Donc l'écosystème n'est pas créé par l'humain, ça serait absurde de le dire, mais il a été modifié, il a coévolué, il a été cofaçonné par les présences humaines. Ce qui fait la diversité de notre planète depuis 10 000 ans et qui a remis en cause depuis quelques décennies, c'est une diversité de façons d'habiter la Terre, de modes de vie, d'ancrage de communautés locales qui ont tissé des liens singuliers avec des paysages différents. Évidemment, ça ne donne pas même lieu au même mode de vie dans le Jura ou en Amazonie ou en Sibérie. À chaque fois, ce sont des mosaïques de paysages particuliers fondés sur des liens d'attachement singuliers, des savoirs paysans, des savoirs locaux, des savoirs autochtones extrêmement riches, qui dépassent quelquefois les savoirs botaniques scientifiques, en centaines d'espèces connues, centaines d'usages de ces différentes espèces. Ce sont des savoirs mis en œuvre qui contribuent à forger de la diversité écologique. Alors ça nous amène à remettre en cause ce qu'on appelle un écosystème. La vision des écosystèmes en écologie, elle s'est développée sur un paradigme qui exclut l'humain. C'est historique, mais on sait que c'est faux en fait. On ne peut pas comprendre les écosystèmes terrestres en excluant l'humain.
l'humain est bien souvent l'espèce ingénieure, l'espèce clé de voûte de l'écosystème. Ça a été montré chez les aborigènes d'Australie. Quand on a chassé les aborigènes d'Australie, les martous, en l'occurrence des chasseurs-cueilleurs qui exploitaient 80 espèces locales, l'écosystème s'est effondré. Parce qu'ils étaient la clé de voûte. Ils contribuaient à la résilience de l'écosystème en régulant. S'il y avait une surabondance d'espèces, de prédateurs, ils régulaient étapement en priorité par cette capacité d'adaptation. Autre exemple, le haut plateau tibétain, qu'on présente ce lieu, icône sauvage, avec le prédateur, la panthère des neiges. Il n'y aurait pas de prédateur s'il n'y avait pas les humains, parce que ce sont des paysages de haut plateau tibétain forgés par le pastoralisme du yak, qui ont coévolué avec ces grands troupeaux d'herbivores et avec l'humain. Et puis des exemples plus proches de nous, ces savoirs locaux, ces modes de vie, ils incluent la relation animale. Donc on revient à notre sujet, mais on va élargir un peu. La relation animale, elle fait partie de ces liens multifibres, métaboliques et affectifs que les sociétés humaines ont tissés avec les environnements. Prenons le cheval en Bretagne, il a créé des paysages pendant des siècles particuliers de landes. Parce que 75% de la Bretagne au XVIIIe siècle, c'était des landes. Des landes d'Agen d'Europe, de Genève, Genévrier, qui sont, sur le plan de la biodiversité, des réservoirs uniques. Une forêt beaucoup moins riche qu'une lande en termes de diversité d'espèces. Donc des paysages anthropisés peuvent être plus riches. Pour parler des causses, c'est la même chose. Des causses, les landes à Genévrier, à mesure qu'elles sont abandonnées, que le pastoralisme décline, c'est remplacé par de la forêt qui accueille moins d'espèces d'oiseaux patrimoniaux. Le cheval en Bretagne, la litière était faite avec des ajoncs broyés, les anciens s'en souviennent, dans le Finistère. Donc le travail avec le cheval, ça allait avec un certain type de paysage qui fournissait de l'autonomie alimentaire et de l'habitat pour des espèces très nombreuses. À mesure que ces résonances de liens se sont fragilisées, que ces usages multiples, que ces savoirs locaux ont été perdus pour être remplacés par des usages plus destinés à l'exportation, l'agriculture d'exportation, à mesure que ces résonances sont remplacées par des réseaux étalés, les savoirs sont perdus, les usages disparaissent, les mosaïques écologiques se simplifient et l'habitat pour de nombreuses espèces disparaît. Bref, les pratiques paysannes sont historiquement en France un support de biodiversité, ne sont absolument pas opposées à la protection de la nature. Elles laissent de la place au monde sauvage, à la lande, à la forêt. Il faut de la forêt pour construire des bâtiments comme celui-ci. Donc les paysans n'ont jamais cherché à détruire toutes les forêts. Ils ont au contraire tissé des liens vers des paysages hybrides où le sauvage et le domestique sont en interaction permanente. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bernadette, qu'en est-il du côté de l'historienne? Magnifique. Enfin, historienne, moi je suis... Attends, Il marche pas. Si, mais là c'est prêt. Je suis un être scientifique femelle et hybride. C'est-à-dire que je suis d'abord ethnologue et d'abord ethnographe. C'est-à-dire que je pense que c'est une posture partagée. Charles vient de nous brosser un magnifique panorama qui fait le lien entre plusieurs disciplines, et notamment l'anthropologie et l'écologie, qui fait le lien entre les sociétés lointaines et notre propre société, et qui fait le lien entre l'histoire et aujourd'hui. Donc, moi je m'y retrouve tout à fait sur tous ces aspects, notamment le paysage. Je pensais hier en regardant vos démonstrations du matériel, je regardais le paysage derrière et je me disais que, ça va tout à fait, c'est dans le prolongement de ce que tu viens de dire, ce paysage, il est vraiment, il porte l'empreinte de l'histoire du travail paysan. Et il porte aussi l'empreinte des changements en train de se faire dans ce paysage. Donc c'est très très important de relier, d'abord le paysage, c'est l'empreinte humaine, mais c'est aussi
relation complètement intime entre comment vivent et comment se construisent, comment évoluent les sociétés et les dynamiques naturelles. J'ai apprécié dans ton exposé le passage que tu fais de ta connaissance intime du rapport au vivant dans des sociétés lointaines, et d'autant plus quand elles sont dépendantes de la vitalité de ce vivant, et la passerelle que tu as établie avec le vivant en France. Et alors je soulignerai cette histoire de diversité extrême, de ces relations entre le vivant et le travail des paysans, et la place des animaux dans ce système-là. Le constat que tu as fait de très très grande diversité, encore actuelle, on peut le faire à l'intérieur de la France. Et très très important d'en discuter à propos de la matière de votre livre, ne pas trop vite monter en théorie d'interprétation, mais prendre en compte cette incroyable richesse de diversité qui peut, dans les milieux du cheval, on le sait bien, notamment chez les éleveurs, chacun dans leur territoire de race, avec leur histoire propre, fabriquer du conflit. Donc, autour de, disons, la force de tout ça, c'est de rendre compte de la diversité et de lui trouver du sens à travers la comparaison et la discussion. Pour prolonger ton histoire, après je vais faire le lien pour atterrir avec l'histoire de la SPA, en ce qu'elle peut vraiment éclairer la pratique et les idées aujourd'hui. Mais pour reprendre ton histoire d'évolution du paysage en Bretagne, en relation avec l'évolution des manières de produire, des manières d'être paysan, je connais bien, j'ai mené une enquête d'enfer sur le monde maquignon dans l'ensemble de la Bretagne. Ça va être l'objet du prochain livre. Et ce qui ressort, c'est une extraordinaire pauvreté, une extraordinaire densité. Alors les Bretons, ils n'aiment pas trop qu'on mette ça en avant, mais le modèle de la polyculture élevage, pas du tout forestière, alors que ici, dans cette région, là, les bois cultivés, on peut dire, ont joué un rôle très très important. En Bretagne, tout tournait autour des Landes, tu l'as très très bien dit, et avec un modèle de ferme, de micro-ferme, on était vraiment, il fallait donner à manger à la famille, aux enfants, transmettre, et le cheval était au centre de tout ça, plus loin que ce que tu l'as dit, c'est-à-dire que le fameux ajonc, c'était pas seulement la litière, c'était l'aliment, et dans l'enquête en Bretagne, ressort tout le temps le système technique des broyeurs d'ajonc, qui ont des formes très diverses, suivant la force de travail sur l'exploitation, de travail animal, et par ailleurs, c'était complètement marchand. C'est-à-dire que pour s'en sortir, les paysans nourrissaient des poulinières, alors des fois 10 poulinières sur 10 hectares, c'était une grande ferme, pour fabriquer des poulains en moyenne 1 an sur 2, pour les vendre. Tous les paysans bretons étaient des trafiquants, pour reprendre le terme de terrain, et c'est-à-dire plus ou moins liés au trafic maquignon. Alors ensuite, je fais le lien, comme promis, avec le thème que tu as repéré hier, c'est le rôle historique de la création de la SPA et le contexte, qui nous amène à tirer les fruits du passé pour en faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, d'abord, la SPA,
c'est un phénomène urbain. Ce sont les urbains à travers l'Europe. Initialement en Angleterre, c'est pas par hasard. Il y a aussi des boucheries chevaliers en Angleterre, dans les zones industrielles, Manchester, où j'ai visité des abattoirs de chevaux. Mais ça, il ne faut pas le dire, parce que le rapport à l'animal, l'hypersensibilité, le blocage de tout ce qui concerne l'idée de manger les chevaux, je pense que ça vient, beaucoup de choses nous viennent du modèle anglo-saxon. En tout cas, il y a de quoi s'inspirer de l'Angleterre, qui a inventé la SPA très très vite dans un monde très industrialisé et où on a mangé très très vite les chevaux. Quand on transpose à la France, c'était donc la loi Grammont au milieu du XIXe siècle, et son combat, ça a été un combat social, avec une propagande très très bien structurée, impliquant des corps de métier puissants, les naturalistes, le corps médical. Je n'ai pas parlé de ça hier, parce que la viande de cheval, qui était auparavant interdite, pour des raisons qu'on pourra discuter, était libérée c'était tout un pan de cette propagande qui consistait à arrêter le spectacle de la déchéance des animaux dans la ville, parce qu'il valait de moins en moins sur le plan économique, sur le plan marchand, et donc on tirait jusqu'au bout du bout, et comme ils n'avaient plus de force, ces chevaux-là, notamment pour tirer des fiacres, on les maltraitait pour les exploiter jusqu'au bout du bout. Et il y avait un discours politique sur ces scènes urbaines, tout ça c'est venu de la ville, qui consistait à dire ce spectacle de la violence faite à l'animal, ça pouvait enflammer les rapports sociaux. C'est-à-dire que les classes laborieuses risquaient de provoquer des émeutes qui n'ont pas manqué de se faire tout au long du XIXe siècle, il ne faut pas l'oublier. Donc l'idée était d'arrêter ces scènes de déchéance épouvantable et de transformer sur le modèle du bœuf, de la viande de qualité, de transformer l'animal en fin de vie, quand il commençait, pas tout à fait en fin de vie, commençant à décliner, d'en faire un animal de boucherie digne de ce nom. Et donc, ce faisant, inventant l'hypophagie et mettant sur le marché, ça j'ai pas dit hier, mais ça me paraît important, mettant sur le marché une viande neuve, donc sans valeur, et dont la destination était clairement le corps ouvrier, c'est-à-dire le corps souffrant des ouvriers. Cette viande était conçue grâce au corps médical sur des bases scientifiques de l'époque tout à fait irréfutables, mais il y avait aussi tout un discours là-dessus, un discours social là-dessus. Cette viande qui ne valait rien était destinée aux ouvriers pour les réparer. Une viande médicament. On envoyait les tuberculeux boire du sang dans les abattoirs. Donc on a conçu une organisation de la qui est déjà une filière, on ne parlait pas de filière, c'est venu beaucoup plus tard, mais on a conçu une organisation socio-économique, technique, de la transformation du vieux corps des travailleurs chevaux en corps en bonne santé pour nourrir les ouvriers. Et oui, c'était une haute lutte avec les gens du bœuf qui ne voulaient pas voir arriver le cheval. Donc moi je pense que ces données-là sont intéressantes pour nourrir la discussion sur une mort utile du cheval. Ceci étant, juste pour finir, quand je vois le travail de Michel avec sa jument, il est où Michel ? Il dort. Il dort. Il est là-bas au fond. Il est là-bas au fond. Moi j'ai mené des enquêtes dans le monde des barbeurs, en Belgique, à la grande époque des grands concours, Libramont, comme ici. Eh bien, manger sur le compagnon, ça va pas de soi. Il ne faut pas sous-estimer toute l'ampleur des résistances culturelles.
très important de prendre en considération pour être efficace. Merci. Alors, au niveau, puisque j'interviens, moi, normalement, par rapport à la Confédération paysanne, je remplace Stéphane Gallet, qui a eu un empêchement, qui est notre porte-parole national, et qui est surtout à la naissance d'une commission de la Confédération paysanne, qui s'appelle la commission humanimale. Donc, avec toute une analyse et une réflexion permanente sur le rapport aux animaux. Et donc, je vais être plutôt avec une vraie casquette syndicaliste, quoi. Donc, il y a plusieurs choses dans notre rapport à l'animal, qui vont être fondamentales et sur lesquelles on doit impérativement agir. Déjà, la première chose est le premier drame du rapport de notre société avec l'animal, c'est l'industrialisation de l'agriculture. Et ça, on en a très peu parlé. Et en fait, cette industrialisation de l'agriculture, avec des usines à porc, des usines à volailles, des usines à vaches, on est capable quand même de faire vivre des vaches qui produisent du lait qu'on consomme ou de la viande qu'on consomme, qui passent 100% de leur vie sur leur merde. Il faut être très clair. Elles sont au-dessus de la fosse à lisier et on va consommer ça. Expliquez-moi l'aspect positif, énergétique que vont apporter ces animaux aux gens qui vont les consommer. Donc la première lutte, elle est là. Elle est dans le fait que l'agriculture présente aujourd'hui dans les pays industrialisés, contrairement aux peuples qui n'ont pas été victimes de cet aspect-là, est une agriculture de capitalisme, avec une orientation industrielle. Et je crois que Jocelyne Porcher ne pouvait pas non plus être là, mais je vous conseille de lire un ouvrage qu'elle a écrit qui est extraordinaire. C'est un tout petit ouvrage qui s'appelle « Cause animale, cause de capital », où en fait, on n'est pas dans le phénomène du hasard. Les organisations antispécistes sont financées, pour une bonne part, par des fonds privés en provenance des sociétés qui sont en train de mettre en place la viande cellulaire, de façon à culpabiliser l'éleveur par rapport à sa façon d'élever et à changer par le biais de mouvements sociaux, citoyens, de personnes qui ne vivent plus au contact des animaux pour 4 à 5 générations. Et donc c'est par le biais de ce putain d'Internet, soyons clairs, qu'on va faire signer des pétitions à des milliers de personnes, et ces pétitions vont avoir une influence sur nos politiques, évidemment. Et ces gens-là, ils ont une capacité par rapport à ça que nous n'aurons jamais. Nous n'aurons jamais, parce que derrière ça, il y a la manipulation de population, il faut être extrêmement clair, et cette manipulation de population ne date pas d'aujourd'hui. On pourrait évoquer le plan Marshall, on ne va pas l'évoquer, mais l'orientation de notre agriculture et le plan Marshall, c'était l'industrialisation de l'agriculture. Et l'industrialisation, c'était permettre effectivement une augmentation du système capitaliste sur tout le reste des autres secteurs. On libérait de la main-d'œuvre facilement utilisable, etc. Donc, notre combat, il est déjà là. Comment on se situe par rapport à ça et comment nous, en tant que syndicats, on va effectivement être citoyens du monde. Et la Confédération paysanne a été à la base de la naissance du plus grand mouvement syndical international jamais connu aujourd'hui, qui s'appelle Via Campesina. Et Via Campesina, donc en France, on n'est rien du tout en termes de nombre par rapport aux paysans indiens, par rapport aux paysans brésiliens qui se sentent vraiment soutenus dans leur combat de tous les jours par rapport à ça. Et ça, c'est des points qui vont être extrêmement importants. Un autre point qui va être extrêmement important pour moi, c'est le fait que les lois sont construites par rapport à un modèle dans lequel on vit, qui est ce modèle capitaliste, et elles sont construites par des gens qui n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils n'ont plus les pieds sur terre. Et ça, c'est extrêmement grave. On va interdire, et on l'a, nous, dans l'élevage biologique, on va interdire des vaches à la tâche.
Vous avez des paysans qui avaient leur petit troupeau d'une vingtaine de vaches attachées. Le soir, ils passaient de l'habitation à l'écurie en savate, ils levaient les bouses, les vaches se couchaient proprement dans la nuit, il y avait une présence permanente tout le temps là. Qu'est-ce qu'on a fait en lançant un système industriel? On a éloigné le lieu d'élevage du lieu d'habitation le plus rapidement possible, et automatiquement, les vaches sont plus, et le contact n'est plus du tout là. On n'est plus dans la surveillance. Et on fait mourir des pans complets d'une agriculture respectueuse de l'animal parce qu'il y a la connaissance, simplement sous un faux thème qui est le bien-être animal, où je vous le redis, on va enfermer ces bovins, ceux qui ne pourront plus aller pâturer, hein, ils vont être sur leur propre lisier, écornés évidemment, donc dans des systèmes où le paysan, et c'est ça qui est extrêmement important dans la lutte syndicale, devient, comme l'animal, la victime du système. Et la victime sans s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'en fait, il est emmené tranquillement dans un système tellement artificiel qu'il en devient acteur en se disant « si en reste qu'un, ce sera moi ». Donc effectivement, quel est l'objectif? J'ai déjà commencé par manger un petit hectare, puis après le voisin, puis après, etc. Et puis comme j'ai mangé ça, automatiquement, je dois encore plus industrialiser mon système pour rendre une efficacité terrible de mon métier de paysan. Et je crois que notre combat, il est extrêmement clair. On est le seul secteur qui a augmenté la productivité de 1000 par rapport au Moyen-Âge. Et de 1000, c'est quand même pas rien, quoi. Et le système global qui est en train de se développer, justement, tue le rapport à l'animal. Hein, et on lui met des mots, on met animal de compagnie, on met animal de rente, on met animal de... Mais globalement, on doit être dans un combat pour nous, syndicalistes, pour une autre agriculture, permettant un autre rapport à l'animal. Et la mort est extrêmement importante, c'est moi qui ai mis les pieds dans le plat hier dedans. Merci pour ton intervention sur la SPA, ça me paraît extrêmement important. Mais ce qui est important pour nous paysans, c'est la vie. C'est-à-dire que l'animal, on va passer du temps avec lui, on va passer plein de temps, et si on n'a pas le temps, si effectivement notre métier fait qu'il n'est plus à taille humaine, la vie de l'animal, elle est pas belle du tout, quoi. Et il y a un copain qui est là au fond, qui s'appelle Paul-Henri, c'est super intéressant sa façon d'élever, mais il est resté dans un système d'élevage, d'agriculture paysanne et dans un élevage familial, où il y a eu une réussite, c'est la création du nombre d'emplois sur sa ferme, mais où le temps lui court après, parce que pour faire la paille à un petit veau, eh ben, il va lui falloir 10 minutes, quoi. Allons, pousse-toi, mon petit. Mets-toi un peu là, etc. Parce qu'il est dans un système où il vit ses animaux pleinement. Sauf que quand, pour vivre, vous êtes obligé de passer de 15 vaches à 30 vaches et à 40 vaches, eh bien, si vous avez le même geste comme ce qu'il fait, eh bien, vous finissez le soir à minuit, et puis à l'écurie. Et voilà, quoi. Et ça, c'est invivable socialement. Donc, pour moi, le vrai combat, et le combat qu'on essaye de mener au niveau de la Confédération paysanne, c'est globalement pour qu'on ait effectivement encore des agricultures différentes, on doit se battre contre le système global d'industrialisation. Merci. Je voulais vraiment comprendre le lien avec la SPA. Le micro. Je voulais vraiment comprendre le lien avec la SPA. Donc je n'ai pas été claire. C'est les fondements, c'était ça? Oui, c'est ça, c'est l'origine. Alors qu'aujourd'hui, les mouvements animalitaires sont sur des positions tellement à l'opposé de celle-là. C'est important de mettre à distance. J'ai beaucoup apprécié. Il y a une filiation directe entre les... il y a une filiation directe entre les deux, c'est ça la question. La filiation directe, non, parce qu'il y a une rupture de vision des choses. Il y a une totale rupture de vision des choses.
Aujourd'hui, les animalistes, sur des positions totalement radicales, moi j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, Charles, il faut réinventer une pensée subtile, donc complexe, et qui intègre des choses qui peuvent être contradictoires. Et d'autre part, c'est très très important de mobiliser des manières de concevoir l'animal, non seulement dans des sociétés extrêmement lointaines par rapport à ce qui est devenu le modèle archive dominant, mais aussi mobiliser des moments de l'histoire où on avait une vision du rapport à l'animal radicalement différente d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, il est apparu essentiel de mener campagne pour transformer le rapport à l'animal, pour lui épargner une fin de vie lamentable. Entre parenthèses, la vie, moi ce que je trouve très très important dans le discours dominant d'aujourd'hui sur le bien-être animal, c'est qu'on polarise le regard sur l'animal et que on ne met pas en perspective autour de la question du travail, par exemple, la symétrie du côté des personnes, hommes et femmes, qui travaillent avec les animaux. Si il faut remettre les choses dans leur contexte historique et penser la différence par rapport à aujourd'hui et penser ce qu'on peut tirer de l'histoire. Moi, ce qui me semble important, c'est cet argument sur le rôle de la SPA qui avait comme objectif de fabriquer une fin de vie plus honnête, je dirais, plus respectueuse de l'animal. C'était la destination bouchère. Pour faire le lien avec le corps ouvrier et pour permettre aux ouvriers de manger de la viande, une viande accessible et une viande hygiénique, une viande réparatrice, aujourd'hui, ça me paraît très important de mobiliser ces arguments par rapport au blocage absolu de la question de manger du cheval. Vous voyez, on parle d'hypophagie, on a inventé un gros mot scientifique à la mesure du tabou de consommation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une société qui fait tabou de la consommation du cheval. C'est pour ça que c'est important de penser les différents moments de l'histoire, dans tous leurs aspects, et puis y compris l'aspect engagement, l'aspect les gens qui ont mené campagne pour casser le tabou, ça n'a pas été sans mal, mais c'était des gens qui étaient engagés, qui étaient impliqués, qui avaient une vision de la société. Ça nous permet de prendre du recul et d'aller trouver des arguments dans l'histoire. Ça va ? Baptiste. J'ai répondu. Merci pour vos apports. Moi, j'avais juste envie de partager mon petit chemin. Et qu'en fait, j'ai commencé le métier de paysan en apprenant à travailler sur des fermes motorisées. La vie m'a fait découvrir l'attraction animale et ça m'a vraiment fait. Et en même temps, j'ai pris part à une ferme diversifiée qui maraîchage de l'élevage laitier. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est de diversifier mon rapport avec le monde végétal et le monde animal. Et que le travail avec les chevaux m'a permis de, lentement, parce que l'apprentissage est long, d'aller explorer une relation avec les chevaux, soit avec les ânes ou les bovins, plus fine, plus profonde, et qui permet d'accomplir des choses complètement différentes, et entre autres de pouvoir se passer de tracteur. Et ça je pense que ça a profondément modifié comment je perçois le monde qui m'entoure dans sa diversité. Et on sait maintenant que la diversité est source de résilience, qu'on en a grandement besoin. Et donc, voilà, c'était juste mon apport pour réélargir sur
Merci Baptiste. Nina. Bonjour. Donc moi je fais l'hypothèse depuis 15 ans, cavalière depuis que je suis gamine, et puis depuis 8 ans je suis éleveuse de cochons en plein air, sur une toute petite ferme qui peut correspondre à ce que disait Jean-Louis sur celle du collègue, c'est-à-dire que je passe mon temps avec mes animaux, je suis à la mise métrie, je suis avec les porcelets tout le temps, ils viennent jouer sur moi, et j'ai des collègues avec qui je vends des porcelets qui me disent « Ah ouais, on est content parce que maintenant quand on doit les attraper pour les amener à l'abattoir, les tiens ils sont féminisés, ils viennent alors qu'avant ceux qui prenaient une autre ferme ça passait pas. » Bref, je voulais parler de la place de l'humain dans nos luttes, dans les propagandes, que ce soit l'éleveur ou que ce soit aussi les personnels d'abattoir. Sur la question des luttes antispécistes et du barouf qui fait au-dessus de ça, et de ce qui me semble significatif du fait qu'il y a un intérêt industriel derrière, c'est la partie abattage rituel, évidemment abattage halal. Vous avez peut-être remarqué que la viande halal fleurit, entre guillemets, dans soit les fast-foods, soit les rayons des supermarchés. Et dans la plupart des abattoirs en France, je ne dis pas tous, mais la plupart des abattoirs en France, cet abattage-là se fait sans étourdissement, c'est-à-dire que la bête n'a pas une mort cérébrale avant d'être saignée, elle est égorgée. Donc je vous laisse imaginer un bovin dans un piège, bloqué, la tête bloquée, retournée, pour être égorgé, et qui met plusieurs minutes à perdre connaissance et à arrêter de se débattre. À quel point c'est sympa pour les personnels d'abattoir. Et moi, ce que entre guillemets, je comprends pas, mais je comprends, je pense qu'il y a derrière, comment ça se fait que L214 n'ait pas sorti moult vidéos là-dessus et ne défend pas le bien-être ou la non-maltraitance de ces animaux-là. Alors, j'ai des noms de l'autre côté, mais j'ai des témoignages de collègues qui sont allés en visite d'abattoir où ça se passe comme ça. Donc, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vidéos. Non, elle termine. Non, oui. alors, Laissez-la développer. ça, c'était mon premier truc. Deuxième truc, dans ma région de plein j'ai des copains éleveurs de chèvres en bio, assez paysans dans le fait qu'ils essaient d'enrichir leur territoire avec de la plantation de lait, de l'autonomie alimentaire pour leurs troupeaux, tout ça, mais qui, pour bien vivre, en étant en couple, pour avoir la possibilité de temps en temps de s'échapper de la ferme et autres, ils ont dû monter à une ferme de 600 chèvres avec beaucoup de mécanisation, un salarié à plein temps, et ce salarié à plein temps permet justement de se libérer du temps et d'avoir une certaine qualité de vie. Et puis, au mois de février, la copine qui n'a pas fêté ses 60 ans encore m'appelle et me dit « Nina, Jean-Michel a un cancer du cerveau. » En 3 mois, il en est mort parce que c'était pas opérable. C'était la période des mises bas. Autrement dit, la famille a dû gérer la ferme en urgence, en se libérant tant bien que mal, mais quasiment pas, pour vivre cette fin de vie et ce deuil. À côté de ça aussi, Jean-Michel il avait quand même quelques symptômes depuis quelques temps. Les médecins en campagne disaient « Mais non, vous êtes éleveur, c'est de la dépression, il ne se passe rien. » Voilà, et je pense que pour moi tout ça est un peu lié, et que si on pouvait redevenir des petits éleveurs avec un tissu rural riche de gens, le jour où il y a des choses comme ça, on peut aller s'occuper des 15 vaches de plus du collègue. Voilà, on a un peu des marges de manœuvre sur notre temps de travail et notre organisation. Et on a aussi une autre vision de l'humain agriculteur-éleveur qui devient quelqu'un qui vit bien, avec du bonheur dans son métier, et qui n'est pas forcément que la personne sous pression tout le temps et qui va être malade. Merci Nina. Pour la bataille de Dallas, Ici. Il y avait des réactions. Les animaux sont protégés. Il y a des réactions. Oui, par rapport à l'abattage, moi je ne suis absolument pas d'accord parce que je pense que, heureusement qu'on a des juifs et des musulmans pour conserver cet abattage rituel, parce que je pense que le plus grave dans l'industrialisation de la mort, la première personne victime, c'est le tueur. Et le tueur, et c'est beaucoup plus difficile pour un tueur, moi j'ai visité des abattoirs, de voir un cochon qui soit pour les 3 secondes électrocuté d'une machine, c'est beaucoup plus dur que de regarder un cochon ou une vache saigner de minutes. Et
Moi, je saigne mes brebis. Mais c'est- Attends. Non, on laisse finir. Laisse-le finir. Tu reviens après. Non, mais je pense que l'abattage rituel peut être mal fait. Il peut être bien fait. L'abattage industriel ne peut pas être bien fait et ne respecte pas ni l'animal ni l'homme qui le fait. C'est pas possible. Et là, il y a un problème d'échelle. On ne peut pas supporter la mort à certaines doses. Et ils deviennent malades, les gens qui travaillent à l'abattoir. Et donc je pense que là, il faut revenir en arrière. Le problème du nombre, il est central pour moi. Il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? Ouais. Moi, je vais réagir là-dessus pour l'ouvrir un peu, justement. Moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et même concernant l'antispécisme, pour avoir aussi côtoyé dans les mouvements militants radicaux qui aujourd'hui vivent à Bure, qui est un des endroits les plus difficiles au niveau militance, parce qu'ils se font dégommer par les policiers, ils se font physiquement, psychologiquement, à tout niveau. Là-bas, et on devait au début, avec le livre, aller intervenir avec nos chevaux à Bure, sous les éoliennes, à côté des centrales nucléaires, pour parler d'énergie. Et on devait y aller avec le livre pour discuter justement avec les antispécistes. On avait prévu cette rencontre où on devait discuter de l'énergie et de la question animale. On n'a pas pu y aller parce que certains sur place sont antispécistes et c'était trop dur pour eux de voir des animaux travailler. Je raconte cette histoire pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des vraies divergences fortes entre nous. Nous, de gauche, avec des idées fortes. C'est-à-dire que les mouvements antispécistes ne sont pas que des mouvements industrialistes. Ils sont instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés de façon très forte, mais dans ces militants qui luttent, pour moi, Bure, c'est une des premières luttes aujourd'hui, c'est les Américains et les Chinois investissent à Bure. Hein. Aujourd'hui, le mouvement industrialiste compte sur Bure pour continuer toute la merde qu'ils sont en train de faire. Ils comptent sur cette énergie pas chère qu'est le nucléaire. Donc, essayez d'aller là-bas pour défendre la lutte contre, vous verrez que c'est pas facile. Et moi, je suis très heureux qu'il y ait des gens pour aller là-bas se battre. Et ils sont peut-être antispécistes, mais il faut pas les stigmatiser pour uniquement cette lutte-là. C'est-à-dire que... Non, c'est pas à toi que je réponds. C'est le fait de ne pas se tromper d'ennemis. Le mouvement antispéciste est apparu parce qu'il y avait agriculture industrielle, élevage industriel, et il se place que sur une question morale. C'est pour ça qu'il passe pour moi à côté de l'essentiel, nous on n'est pas que sur une question morale, et donc le mouvement antispéciste dit les animaux sont des individus comme les autres, les individus doivent être respectés pour ce qu'ils sont, il ne faut pas y avoir de coercition, et la mort et la coercition sont opposés à des valeurs morales qu'on défend, et les droits de l'homme devraient être des droits des animaux, avec tous les animaux dedans. Même l'utilisation. Là, c'est un point de vue moral. Un point de vue moral que je ne partage pas du tout, mais que je ne partage pas du tout parce que je vois une beaucoup plus grande complexité dans le rapport à l'animal, et on a malgré tout un point de vue moral sur comment traiter les animaux, qui est une question de bien-traitance. Mais le mouvement antispéciste, pour moi, n'est pas le cœur, il est récupéré par le système industriel. Et le cœur de la lutte contre laquelle là où on doit lutter, c'est contre les prises de pouvoir que permettent le système industriel, qui permettent de centraliser une puissance extraordinaire et qui détruit tout sur son passage. Et aujourd'hui ils instrumentalisent la lutte antispéciste, demain ils instrumentaliseront autre chose. Mais n'allons pas nous battre avec les antispécistes quand le réel problème, c'est la récupération du mouvement antispéciste par les mouvements. Ils récupéreront tout, et faisons attention à ne pas être récupérés aussi. Mais c'est pour ça que l'attraction animale, parce qu'elle a de recentrage dans les territoires, pour moi il y a une vraie réponse, et elle ne peut pas être récupérée à ce niveau-là, au niveau industriel. Dans la diversité. Merci. Bonjour. Nous, avec mon épouse, on a un centre équestre sur 50 hectares. Et on est vachement concernés, bien sûr, pour le monde et ce réchauffement et tout ce qui se passe. Et la vraie question, surtout, pour moi, c'est est-ce qu'il y a un avenir à utiliser autant d'énergie fossile ? Pour moi, je ne sais pas si c'est possible, mais là, c'est sûr que la traction animale,
ce serait vraiment une possibilité, mais d'après, alors je ne sais pas ce qu'en disent les gens qui sont peut-être plus instruits, mais est-ce que le placard, on est en train de le vider, et à un moment, il sera vraiment vide, non? Charles, tu voulais réagir? Oui, merci. Moi, je peux apporter quelques informations à partir de publications récentes. Il y a beaucoup d'études sur l'énergie, la notion de rendement sur l'investissement énergétique dans l'agriculture en Europe, en Amérique du Nord. On a des études maintenant toutes récentes qui remontent au milieu du 19e siècle avec un bilan comptable, l'input, output, et on peut même remonter plus loin puisqu'il y a des études sur les essarteurs, les jardiniers dans les forêts amazoniennes, dans l'Asie du Sud-Est. Donc on a un panel de comparaison formidable maintenant sur la production alimentaire et son efficacité énergétique. Les meilleurs taux énergétiques de rendement, ils sont atteints par les chasseurs-cueilleurs. On n'a jamais fait mieux en fait. Pour produire une grosse masse de protéines, il n'y a rien de mieux que d'aller tuer un bison. Ou bien d'aller récolter du blé sauvage, parce qu'on ne va pas avoir tout le travail de semis, de travail du sol, et récolter, c'est très peu d'investissement, on produit beaucoup d'énergie. Ensuite, on a diminué un peu quand on était dans le petit jardinage style néolithique. On a perdu avec la traction animale et l'effondrement total, il est récent avec la mécanisation, le retour des énergies fossiles. La paysannerie, jusqu'au début du XXe siècle, avait des taux de, pour une calorie investie, on arrive à 10 à 20 calories produites. Aujourd'hui, on est autour de 2. Pour une calorie investie, dans le système agricole, on produit en moyenne 2 maximum. Et pour la viande, c'est moins que 1. C'est-à-dire qu'on dépense plus de calories pour produire que ce qu'on obtient avec la viande, parce que sur des élevages industriels fondés sur l'importation de soja, qui vient de très loin, ou de maïs local. Donc c'est aussi pour ajouter par rapport à ce que disait Jean-Louis, il y a une multiplication par 1000 de la productivité du travail humain. Pour un travailleur, il produit 1000 fois plus de calories. Par contre, à l'hectare, c'est beaucoup moins impressionnant, surtout si on compare du petit jardinage. Petit jardinage avec des rotations produit plus qu'un champ avec une récolte par an, forcément. Et si on prend le rendement énergétique, là on est dans un effondrement complet. C'est pas un problème tant qu'on a des hydrocarbures bon marché, mais quand on a le détroit d'Ormuz, quand on a une crise comme ça, là on voit qu'économiquement ça va être ric-rac, on ne tient plus, et on a exporté ce modèle à travers le monde, on a détruit des systèmes autonomes paysans résilients en Afrique, en Asie, sur la base d'hydrocarbures pas chers. Et là, on a vraiment fragilisé les économies à travers le monde et on risque de perdre de la résilience alimentaire. Et il y a aussi un point, je peux apporter une information sur l'abattage halal. Il y avait une thèse dirigée par Joseph Porcher, j'étais dans le jury, qui montrait, alors c'est une réglementation européenne très fine, donc qui impose que si le bovin après avoir été égorgé au bout de, je crois, 50 secondes, n'est pas mort, il y a encore un réflexe cornéen, alors il faut mettre le matador et détruire le système nerveux. Et pour les vétérinaires, c'est dur, parce que ça veut dire que s'ils font ça, ils font ce choix-là, il ne va pas aller en halal, donc il va falloir égorger un autre bovin de la même manière. C'est des choix éthiques cornéliens absolument terribles pour les vétérinaires. Et il faut préciser que ces méthodes de sacrifice rituel ne protègent pas de l'industrie. C'est complètement compatible avec l'industrie. Il y a simplement, ça paraît un peu curieux, mais vous avez des prières qui sont enregistrées, qui sont diffusées, simplement jour et nuit, dans les abattages de volailles. Ça ne ralentit pas la cadence, ou très peu en fait. Voilà, donc, le rituel n'est pas incompatible avec l'industrie. Voilà. Après, sur le bien-être animal, c'est important de prendre du recul au 19e siècle, même au 18e siècle. Je pense qu'il y a eu un tournant, en fait, dans l'enjeu, c'est que c'est qu'un animal derrière. On a redéfini l'animal au milieu du XVIIIe siècle comme un être sensible. Et ce qu'on a de commun avec lui, c'est la capacité de souffrance. C'est Rousseau, c'est Jérémie Bentham qui dit l'animal, la question, c'est pas est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il peut communiquer, c'est est-ce qu'il peut souffrir. Ça, c'est l'héritage du XVIIIe siècle qui imprègne vraiment les perceptions dominantes. Ce qui fait que la législation sur le bien-être animal, elle est centrée sur la souffrance. La législation européenne, sur le réflexe cornéen des vaches, c'est
Il faut que les animaux se sentent bien quand ils meurent. C'est ça l'effort maximum. Que le meilleur moment de leur vie, c'est celui où ils meurent. C'est ça qu'on prépare, qu'on organise, parce qu'on a centré la vision de l'animal, la définition sur le système nerveux. Alors, le système paysan reconnaît de l'intelligence, du courage aux animaux. On peut percevoir l'animal totalement différemment. Pas le définir comme un être souffrant, mais comme un être intelligent, courageux, capable de travailler, un compagnon. Voilà, je trouve que c'est ça l'enjeu. Et on est piégé avec la notion de bien-être animal centrée sur la souffrance. On peut parler de bien-être en parlant de socialité. Le fait que l'animal ait besoin d'un contact avec l'humain, ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut concevoir le bien-être de façon pas centrée sur le système nerveux, mais sur la vie de troupeau, sur l'intégration à une communauté hybride, paysanne. C'est ça qui me paraît l'enjeu. Alors, pour compléter une réponse à Fabien par rapport à ce que tu as dit, Charles, je pense qu'on est dans, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un système capitaliste, et le système capitaliste va aller jusqu'au bout du bout, quoi. Il va presser le citron jusqu'au bout, en se disant ce qu'on peut gagner aujourd'hui, on le gagne. Ce qui se passe demain ne nous concerne pas. Ça, c'est la vraie réalité. Et la vraie réalité, et c'est aussi notre combat au niveau d'hypothèse, le livre, on a failli l'appeler notre chevalet politique, notre combat, c'est aussi ça, c'est de se dire, effectivement, l'énergie animale est une des énergies renouvelables, paysannes, mobiles. C'est la phrase qu'avait trouvée Denis, pour la définir extrêmement précisément. Non délocalisable. Non délocalisable, pour aller au bout. Donc c'est extrêmement important, mais on sait que biologiquement, on ne peut pas tout faire avec des animaux dans le système actuel. Donc ça fait partie d'une des énergies possibles. Et ce sur quoi il faut vraiment être très clair, c'est-à-dire que les autres sont délocalisables. On est tous paysans, beaucoup sont paysans ici, dans ce manège aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, qui a un peu de pétrole derrière chez lui on est tous venus en bagnole. Qui est-ce qui accepterait une carrière de gaz de schiste dans son jardin ou à quelques kilomètres de chez lui? Donc tant que, effectivement, la ressource qui nous fait vivre et qui fait vivre globalement notre système, elle est volée aux autres et où ils sont exclus, etc., ça nous va très bien. Et je me souviens avoir eu un petit peu des soucis au sein de la Confédération paysanne, parce que des fois j'ai des propos un peu trop violents, en disant on a tous du sang sur les mains quand on empoigne le volant de notre tracteur. Et ça, c'est important, quoi, d'en être conscient, c'est-à-dire qu'à un quart d'humanité, en 100 ans, les taxis de la Marne, premier moteur thermique à être utilisé et vulgarisé, c'était au tout début de la Première Guerre mondiale. Les taxis de la Marne, ça a 100 ans, 120 ans. À un quart d'humanité, on a utilisé tout ce qui était facilement utilisable, mais surtout, on est allé voler ça chez les autres de façon déhontée, et surtout, ça a coûté des vies humaines par millions. Quelles que soient les guerres, elles sont, après avoir été territoriales, elles sont liées au sous-sol de là où on est. Merci, Jean-Luc. Moi, je voudrais faire un partage parce que moi, je viens du milieu de la maison de paille. Il y a 20 ans, dans le milieu de la maison de paille, on était un petit peu au même constat. On se battait contre les industries comme la farge, on se battait contre les politiciens, on se battait contre beaucoup de choses. Et on a créé une entreprise, bref. Et aujourd'hui, le milieu de la maison de paille a pris beaucoup de volume, bien ou mal, peu importe, d'une manière industrielle ou pas. En tout cas, il y a eu un effet de masse qui a été assez important. Moi, j'ai créé une entreprise en 2006, je pensais faire une maison en paille dans ma vie, et puis on en est à 300. Donc finalement, je me dis, peut-être que dans 20 ans, on reviendra ici et on se dira, wow, l'interaction animale est enfin reconnue. Moi, ce que j'ai aimé dans ce parcours de maison en paille, c'est que ce qui a été cultivé, c'est ce que l'auteur a partagé tout à l'heure, c'est quand il passe dans un village, on ne regarde pas la Ferrari, mais on regarde les chevaux. Et finalement, c'est la beauté qu'on crée dans ce qu'on génère. Finalement, c'est parce que c'est beau de voir passer un cheval et on le voit avec le milieu du spectacle.
Donc moi j'aime beaucoup la notion de créativité et aujourd'hui mon cheval de bataille ça c'est qu'est-ce qu'on va créer pour être bons aux agriculteurs avec l'attraction animale, puisque tant qu'on ne sera pas bon, on peut aller taper sur les politiciens. Pour moi, on n'avancera pas. Tant qu'on ne donnera pas envie aux jeunes et que le jeune il dise « c'est beau », et en même temps, je peux en vivre, et en même temps, ça me nourrit intérieurement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire aussi dans ce sens-là. Il faut qu'on soit bon, il faut que les outils marchent bien, il faut qu'il y ait des chevaux, il faut qu'il y ait de la beauté dans ce qu'on véhicule. Et voilà, et du coup, ce qu'a dit Lothaire, si on regarde un cheval passer avec une Ferrari, pour moi, c'est encore une source de moteur monumental. Et quand on dit souvent, finalement, des boucs émissaires, on peut en trouver plein, que ce soit les industriels, les musulmans, les je sais pas quoi. Et je trouve intéressant de nourrir plutôt la créativité à l'intérieur de nous et de se focuser là-dessus pour avancer et développer l'attraction animale. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour plus d'égalité, parole aux dames. Merci beaucoup. Alors moi, je ne suis pas du tout agricultrice. Je suis venue pour le plaisir des yeux et participer au spectacle. Et en fait, dans le Haut-Doubs, à 30 minutes d'ici, je mène une expérience depuis 4 ans, un peu particulière, mais je crois qu'elle est bien dans votre sujet, qui est d'utiliser la musique des plantes en soins aux animaux et une eau informée aussi, dans laquelle on dépose une information d'oligo-éléments et de musique pour l'utiliser à la place des produits phytosanitaires dans les cultures. Alors en fait, j'ai découvert ça à Gaujac, une équipe dans les Landes qui font des recherches depuis 2012 uniquement en production végétale. Ils sont véganes et ils sont horticulteurs, passionnés de ce qu'ils font. Et ce que j'ai découvert m'a complètement retourné. En fait, les gens au niveau des soins aux personnes, mais aussi ils font un symposium agricole où les producteurs viennent présenter ce qu'ils ont fait dans l'année, avec des gens, pour certains, qui sont passés vraiment de la chimie à l'utilisation de l'eau informée, avec des résultats complètement incroyables. Et moi, ce qui m'a touchée vraiment, c'est les producteurs qui sont venus témoigner. Ils avaient les larmes aux yeux, en fait, en expliquant en quoi ça changeait complètement leur regard de leur métier, leur rapport au vivant, et que dans l'entreprise, y compris au niveau des salariés, tout a changé. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, je suis dans le Haut-Doubs, moi, à côté de Fort-Lac-Saint-Point, zone AOC Comté, donc maraîchage, il y a 3 maraîchers. Et en fait, j'ai vraiment voulu voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la zone de Haut-Doubs. Et j'ai été rencontrer cet agriculteur que je ne connaissais pas forcément. J'ai aperçu Guillaume qui est par là, qui est le premier que j'ai été rencontré pour lui dire est-ce que c'est complètement débile comme idée ou pas. Et première année, on a eu 5 agriculteurs qui étaient d'accord d'expérimenter l'eau informée dans les champs. Donc on a eu 5 la première année, 7 la deuxième, et cette année on a 20 agriculteurs répartis entre le Doubs et le Jura. Certains qui font des céréales, en plus de la polyculture. J'ai été visiter une entreprise à Cramant la semaine dernière qui est autonome en aliments pour ses animaux, en paille, et qui a un petit troupeau de 40 vaches, mais qui a une polyculture qui est hyper intéressante pour lui. Donc les résultats sont très encourageants au niveau production foin et fauche, donc c'est du pâturage principalement. Cette année, il y en a quelques-uns qui sont lancés dans la céréale sur des petites surfaces, donc on va faire des tests, etc. Dans le Jura, il y a une personne de la Chambre d'agriculture qui suit au niveau des analyses de sol et de fourrage 3 agriculteurs, mais elle a une autorisation, je vais dire, de sous couverture, mais elle n'a pas le droit de venir présenter ses résultats de conférence. Voilà. Mais en tout cas, c'est génial qu'on puisse avoir les résultats des analyses. Et, enfin voilà, c'est très prometteur. Au niveau des soins aux animaux, on a eu des soins complètement incroyables, vraiment sur des pathologies. Donc l'idée après, c'est de rendre les gens vraiment autonomes. Ça ne remplace pas du tout. Moi, j'ai été trouver les vétérinaires de mon secteur. Ils ont même acheté un petit appareil de musique pour mettre dans le chill de la clinique, en fait, parce que ça rend les animaux beaucoup moins stressés. Donc c'est vraiment un merci d'avoir osé expérimenter. Et au niveau des soins, voilà, on a un groupe d'agriculteurs, vous pouvez demander des témoignages. On va faire une grosse conférence de présentation fin septembre à Mout, le 27 septembre, où Jean Toby, qui est dans les Landes, qui fait les recherches, etc. Il y a toute une équipe de scientifiques qui valident, qui font des expériences. Il faut juste comprendre que le vivant est au service du vivant. Et dans les soins des plantes, par exemple, on utilise les fougères. L'activité électrique des fougères, en présence d'un animal ou d'une personne ou d'un végétal, reconstitue des extraits de chaînes protéiques en lien avec ce qu'elle perçoit de son environnement. Donc de l'animal ou du végétal voilà, qui est en face. Et c'est vraiment ce qui vient au niveau fréquence et vibration interagir avec
son environnement. Et au niveau viticulture, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Moi, j'ai pas d'expérience avec les viticulteurs, mais à Gaujac, il y a plusieurs viticulteurs qui pratiquent ces techniques, et dont un en Champagne qui utilise ça avec des résultats vraiment incroyables. Je vous invite vraiment à regarder. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Observateur du réel, où Jean-Toby présente toutes les actions, les recherches. Il y a surtout des témoignages de gens qui pratiquent. Et le premier qui m'a donné l'idée d'essayer avec les vaches, c'est François Daubé, qui est à Fribourg, qui est entraîneur de concours d'équitation, et qui a fait des soins sur ces chevaux de concours. Vous avez tout essayé, et son résultat, et donc depuis maintenant ça fait 3 ans, il n'utilise pas que ça, mais fréquemment ça. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention, puis je suis à votre disposition si vous voulez juste des contacts pour découvrir ce que c'est. Merci. Merci beaucoup. Denis, je te prête la parole. Pardon, Bernadette d'abord. Alors vite fait, merci. Moi je suis ravie, je ne l'ai pas encore dit, mais vraiment ravie d'être là. Et tu as bien insisté là-dessus, le lien entre l'immense savoir dans la diversité que vous avez accumulé, fait fructifier, qui a informé votre pratique depuis que vous existez, ça fait quand même plus de 40 ans. Faire le lien entre les savoirs de terrain, vous êtes des chercheurs, donc à chaque fois je dis ça, mais vraiment c'est évident, quoi. Mais vous êtes des chercheurs non institutionnels, c'est votre liberté en même temps, vos limites, et nous on est des chercheurs institutionnels, enfin moi plus tellement, j'ai pris le large, enfin je continue parce qu'on n'arrête pas un si beau métier. Mais faire le lien entre le contexte institutionnel de construction des savoirs et le contexte praticien de la même constitution des savoirs, moi c'est une des joies de cette histoire d'hypothèse. Hein. Au début ça n'a pas été si évident. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, et je fais le lien à la fois avec ce que disait tout à l'heure Charles, et puis ce qui intéresse beaucoup l'auteur, c'est-à-dire en quoi l'histoire peut nous éclairer pour fabriquer des choses aujourd'hui, pour concevoir pour la créativité aujourd'hui. Alors en France, il y a un champ de... Tu as parlé des savoirs locaux, des savoirs vernaculaires, des savoirs indigènes, on a dit aussi. Et il y a toute une forte tradition en France, ancrée dans différents lieux, notamment Pierre Léotagui, qui est une grande figure médiatique, qui a beaucoup produit, qui a disparu il n'y a pas très longtemps, paix à son âme, et qui a joué un rôle très très important pour faire le lien avec le grand public. Il y a une forte tradition au Muséum national d'histoire naturelle, et moi j'en suis issue. Et tout un aspect de mon travail a tourné autour de l'ethnobotanique. L'ethnobotanique, c'est les savoirs sur les plantes non scientifiques, mais qui font le lien avec les savoirs scientifiques. Et on a une collègue dont j'ai soigneusement oublié le nom là, Florence Pinton, qui est sociologue et qui a un immense terrain à travers la France sur les savoirs sur les plantes. Encore détenu, et c'est là que je fais le lien avec l'histoire, la longue histoire, c'est les ethnologues, ils aiment beaucoup travailler sur les situations de rupture. Et ils sont là pour ça. C'est un peu la dignité du métier, c'est de comprendre ce qui est en rupture et de recueillir ce qui risque de ne pas être transmis. On n'a pas parlé de la transmission jusqu'à présent, c'est très très important. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, le temps des débats est intéressant, mais on va devoir laisser la place au spectacle. Alors, encore une dernière question. Denis, à toi. Non, c'est pas une question, c'est en entendant tous ces débats, la question qu'on se pose, c'est comment transmettre ce patrimoine, ce que vient de dire Bernadette, effectivement, la transmission avant tout,
Et je voudrais citer aussi Monique Pinson-Charlot qui vient d'écrire un livre en disant le monde n'est pas anthropocène, il est capitalocène. Et pour répondre sur ce que dit Jean-Louis, on est aujourd'hui complètement dépendant de ce monde du capital qui, par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, est en train de vouloir tout broyer pour son propre service. Une question, madame. On a été court. Madame, vous avez l'honneur de la dernière question. Oui, donc je ne suis pas du tout dans le milieu agricole, mais comme beaucoup de personnes, j'avais des grands-parents à la campagne et j'y allais en vacances. Donc je parle de tout à fait autre chose. Lors d'un reportage à la télé sur l'évolution de l'agriculture, comme elle était avant la mécanisation et à partir de la mécanisation, un argument en faveur de la mécanisation était le suivant, c'est que toutes les terres qu'il fallait pour nourrir le bétail qui travaillait a été libérée pour cultiver et produire de l'alimentation pour l'humain. Voilà, on en pense ce qu'on veut, mais c'était un argument. Maintenant, les terres, elles sont prises par les zones industrielles, du supermarché. Voilà, une toute petite parenthèse par rapport au fait que une agriculture solaire utilise des animaux de traction, utilise effectivement du territoire. Et on dit qu'il faut entre 20 et 30% de la surface pour nourrir ces animaux. Une partie de ces études sont américaines sur des rendements de céréales qui sont nettement inférieurs aux nôtres. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on a toute une partie des surfaces qui sont là pour produire de l'agro diesel et de l'agroessence. Donc on utilise aujourd'hui des surfaces agricoles, non plus pour manger, mais pour remplir un certain nombre de réservoirs. Merci Michel. Merci Michel sur cet aspect-là qui pourrait être une conclusion. Mais comme vous m'avez demandé de conclure, je vais le faire rapidement. Déjà, merci de votre présence. Et l'objectif de Trestival, c'est de mélanger la paysannerie et la culture. Donc, on a plusieurs groupes de spectacles qui sont là, qui se produisent, qui font de la création. Tu parlais de création, qui permettent aussi la transmission. On est sur un lieu où il y a effectivement de l'agriculture, mais aussi de la formation. Et ça, c'est extrêmement important. Et on n'a pas évoqué l'aspect formation dans toutes ces tables rondes. Pour moi, la bientraitance des animaux, c'est déjà la connaissance. Et la connaissance ne peut pas être indépendante de la formation. Donc c'est extrêmement important de garder une belle part de formation et du temps de transmission par rapport à tout ça. Dans Trestival, et ça on le voit bien, vous avez des chevrus, des barbus, des non-barbus, mais vous avez une faune qui est complètement différente. Et je crois que moi, si je fais ce festival, c'est pour ça. C'est-à-dire que ça commence à être intéressant quand les gens sont là à échanger. Et je crois qu'on n'a pas du tout de possibilité de renverser le système capitaliste sans la mise en réseau. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est la seule réponse qu'on a. La relocalisation, la mise en réseau et surtout le combat de chacun localement avec nos incohérences, avec nos contradictions, mais lié à un vrai combat politique, national, international, pour lutter effectivement contre quelque chose, mais en repartant essentiellement de là où on est et du local. Alors, le local, c'est ce que vous allez manger à midi. Tout est fourni par du local, bio. On y tient quand même par rapport à ça. Et ça, c'est important, quoi. Et le festival, c'est 70 bénévoles qui sont là. Je les remercie vraiment du fond du cœur, parce que sans ces gens-là, ça n'existe pas. Hein. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, la coupure de courant, où tout le monde part derrière, parce qu'en plus il fait nuit. Et il y a des compétences extraordinaires des uns et des autres
sont mises dans un même objectif. Et merci à tout le monde. Merci à vous d'être là. Merci à vous, les chercheurs, de venir nous aiguillonner. Hein, et bon festival. Mais tout d'un coup, l'envie revient. Que passe-t-il? Quand même, je pense, ce qui est vraiment extraordinaire, ce que vous faites ici. Vous êtes une petite minorité, mais c'est les petites minorités, des petits lieux comme ça, qui maintiennent de l'espoir, qui maintiennent la possibilité, par les réseaux, d'essayer de diffuser les savoirs. C'est ce que certains chercheurs appellent un refuge culturel. De conserver une certaine façon d'habiter la Terre, de rendre possible la vie future. Par ses savoirs, ses savoir-faire, par ses coexistences avec les animaux. C'est un patrimoine extraordinaire. En innovation complète, c'est pas figé, c'est ça qui est très frappant. C'est ce qu'on voit dans les démonstrations que vous faites. Sans arrêt, il y a des nouvelles inventions, des retours sur expérience, c'est absolument fascinant. L'aspect artistique aussi d'affectif. Le spectacle qu'on a vu hier est merveilleux. Il y a plein d'anthropologie. Moi, j'ai trouvé plein de choses, la Sibérie, la Mongolie, Gengis Khan. C'est un parcours dans toute l'histoire humaine depuis Lascaux, le lien avec les chevaux. C'est vraiment fantastique et bravo. Merci. Pour faire écho, complètement d'accord. Moi, je pensais en écoutant certaines interventions que le spectacle d'hier était en parfaite résonance avec plusieurs moments de nos échanges. Et moi, ce qui me plaît énormément dans ces échanges chez vous, c'est le plaisir partagé, le plaisir d'être là, le plaisir de faire la fête. C'est un carburant qui coûte pas cher à l'environnement et qui n'est pas pour rien dans la résilience du réseau, parce que quand même un réseau associatif qui perdure depuis toutes ces années-là, eh bien, chapeau. Henri Cuisinière. Je reste très court. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Il y a passé 50 ans, quand j'ai repris le domaine à mon cousin, mon prédécesseur m'a dit, et maintenant mon dernier conseil, j'avais toujours le plus de succès si je faisais exactement le contraire de ce qu'il disait à Berne. Donc je vous conseille, faites toujours le contraire de ce qu'ils disent à Bruxelles. Merci. Fin du chantier participatif. Ne partez pas les mains vides. Le cœur plein, certes, mais amenez-les dans l'extérieur. C'est extraordinaire. J'ai repris une cellule hyperthécaire avec offre. Il n'y avait pas de dette. Pas de dette. Tu te rends compte? Hier, j'étais quand même bien sur le fond. C'est propre, c'est propre. Moi, je suis assez content d'avoir réussi à réouvrir. Bien,